Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Maddy Gilbert, secrétaire nationale CFE-CGC, en charge du développement durable et de la RSE, avec François Moreux, mon collègue. Mesdames et messieurs, vous êtes une centaine à avoir rejoint notre webinaire Comment la CFE-CGC renforce ses actions pour participer à la réussite de la transition écologique. Nous vous en remercions. Dans un premier temps, avec François Moreux, délégué national, nous vous présenterons les axes de notre politique et nos engagements concrets. Puis nous laisserons la parole à Mathilde Despax de GET 17 et à Timothée Kellard des CODEV. Ils nous exposeront respectivement la dimension environnementale du dialogue social et la réglementation environnementale avec les obligations des entreprises. Puis Magali Frey, élue Capgemini, et Nicolas Ehenot, élu chez Orange, tous les deux militants CFE-CGC, investis et convaincus, nous feront partager leur expérience de terrain et leurs réalisations. Tout d'abord, intégrer la RSE et le développement durable dans le champ du dialogue social, de la négociation et de la gouvernance était déjà le slogan de la CFE-CGC en 2013. Notre webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de notre politique volontariste au sein des entreprises, au service des entreprises et de leurs salariés. Notre volonté est d'impliquer les salariés et les représentants du personnel le plus en amont possible dans la démarche RSE avec ses trois volets, social, environnemental et économique. La CFE-CGC a la volonté de contribuer fortement à la réussite de la transition écologique. La neutralité carbone est indispensable et il faut engager notre économie dans une réelle logique de durabilité pour bâtir demain au quotidien afin d'offrir aux salariés et aux citoyens de réelles perspectives en termes d'emploi et de qualité de vie. Dire simplement que nous nous engageons dans la transition écologique et ne dire que cela relève de la tautologie la plus banale. Ce que je veux vous dire en amorce de mon propos, c'est que nous considérons déjà depuis quelques années que la protection de l'environnement et la protection sociale des salariés relèvent autant l'une que l'autre du socle fondamental de l'action syndicale. C'est devenu un combat historique, rien de moins. La CFE-CGC s'engage donc à construire pour les générations futures, à travers ses contributions, ses actions, ses réflexions, un monde durable basé sur l'épanouissement social et la protection environnementale. Premier axe de réflexion, première conviction aussi. Nous pensons que le changement comportemental des entreprises et des administrations est nécessaire afin de favoriser la transition écologique pour répondre aux problématiques climatiques et environnementales auxquelles notre société fait face. Il faut également que la transition écologique et ses conséquences sociales et économiques fassent l'objet d'un dialogue structuré, accompagné de moyens définis, adaptés, pour permettre sa réussite. Il est indispensable que cette transition soit menée de manière juste, on vous en parlera tout à l'heure, en particulier pour les salariés dont l'emploi, les métiers, les compétences, l'environnement de travail connaissent déjà et connaîtront à l'avenir d'importantes mutations. Nous sommes déjà investis sur ces enjeux de développement durable grâce à nos contributions, nos partenariats, notamment avec des instances nationales telles que la plateforme RSE de France Stratégie et des institutions telles que le Comité 21. Nos publications, nos prises de position, nos adhésions, la dernière en date, nous avons signé en avril dernier la Déclaration des droits de l'humanité. D'ailleurs, en 2000, nous avons été précurseurs en créant l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises. Un geste fort, en 2018, a été l'année de notre adhésion au Pacte mondial des Nations Unies. C'est, je veux le dire ici, une démarche encore en avance sur son temps. En soutenant le Pacte mondial des Nations Unies, dit Global Compact, France, la CFE-CGC est simplement cohérente par rapport à ses propres combats et à ses valeurs, c'est-à-dire le respect des normes internationales du travail, le respect des droits de l'homme, le respect de l'environnement et la lutte contre la corruption. Vous pouvez d'ailleurs consulter notre communication d'engagement qui est disponible sur le site de Global Compact France. Tous ces éléments marquent notre investissement et notre volonté d'utiliser les ODD au nombre de 17 comme grille de référence pour l'ensemble des entreprises afin de faire progresser les politiques RSE. Nous avons d'ailleurs soutenu cette position lors de nos auditions au Sénat dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Sur le terrain, la Confédération œuvre en faveur des ODD au sein des instances dans lesquelles elle siège. C'est notamment dans ce cadre que nous sensibilisons et nous formons aux enjeux de développement durable. Des formations confédérales et RSE développement durable sont ouvertes aux militants et aux adhérents. Un réseau composé de 40 référents est le relais de notre politique
au sein des territoires et des fédérations. Ces militants sont à l'initiative d'actions dans leurs entreprises, dans leurs régions. Ils sont complètement investis, ils sont les ambassadeurs de notre politique sur le terrain et contribuent à enrichir nos travaux. Le terrain, ce sont les entreprises, mais bien sûr, c'est également celui de l'influence que nous voulons exercer avec la Confédération autour des grandes contributions institutionnelles, des événements thématiques majeurs liés à ce sujet. Cette année est notamment l'année mondiale de la biodiversité. La France a donné le top départ le 12 janvier dernier au One Planet Summit. Nous avons la volonté, nous CFE-CGC, de prendre pleinement part à cette action. Nous avons donc déposé un dossier auprès de l'Office français de la biodiversité, un dossier intitulé « Engagé pour la nature », et nous portons des actions telles qu'un répertoire biodiversité qui sera en libre accès sur notre site internet CFE-CGC, mis en ligne en 2022, des formations pour les militants aux enjeux de la biodiversité par rapport à leur mandat représentatif dans les IRP. D'autre part, le projet de loi climat et résilience a été l'occasion de prendre part aux réflexions sur les améliorations possibles du texte législatif. La CFE-CGC a été force de proposition et nous sommes force de proposition dans les auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons proposé des amendements parlementaires, à savoir que le CSE puisse avoir recours à une expertise spécifique et indépendante portant sur les impacts environnementaux de l'activité de l'entreprise, que les élus du CSE puissent bénéficier d'une formation obligatoire en matière de transition écologique. Enfin, nous avons milité fortement pour la création d'une commission obligatoire au sein des CSE, alors qu'aujourd'hui, elle est simplement facultative. Tout ceci pour vous montrer l'utilité de notre double approche, somme toute assez classique, mais totalement déterminée. D'un côté, des actions de sensibilisation et de formation pour donner à nos militants des outils de conviction et de savoir pour générer les changements de comportement. D'ailleurs, je précise que nous allons éditer dans les mois à venir un guide qui est intitulé « Comment et pourquoi créer une commission environnement au sein des CSE ?» car nous sommes bien entendu convaincus que les représentants du personnel doivent jouer un rôle actif dans cette proposition. En parallèle de notre approche terrain, nous avons la volonté de peser au plus haut niveau institutionnel pour que la loi et les grands corps de la société se mettent en adéquation avec des réels enjeux climatiques. Cette approche institutionnelle ne relève pas d'une simple posture, si vous me permettez de le dire crûment. À titre d'illustration, 2 de nos propositions d'amendement ont été reprises dans le projet de loi climat et résilience, à savoir l'expertise et la formation. J'ajoute encore que de nombreux députés ont repris in extenso nos propositions d'amendement dans ce projet de loi, ainsi que la plupart de nos recommandations basées sur l'expérience de nombreux militants CFE-CGC qui sont investis sur ces sujets environnementaux dans les instances représentatives de leur entreprise. Vous allez pouvoir le constater tout à l'heure. En conclusion, expérience de terrain et influence au plus haut niveau ne sont donc pas 2 univers étrangers. Ils sont pour les syndicalistes que nous sommes la trajectoire exacte de nos combats. Je dirais que la protection sociale et environnementale ne font pas que se rapprocher. Je vous le dis clairement, elles fusionnent ou fusionneront tôt ou tard. Je laisse la parole à François Moreux. Je te laisse la parole, François, c'est à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je dirais que, comme vient de le dire Madi, la CFE-CGC s'est investie de longue date, un peu plus de 10 ans à présent, avec sa charte de développement durable sur des sujets de responsabilité sociétale des entreprises et de développement durable. Une histoire qui dure et dont la portée grandit. Alors, quelles sont les principales implications de la CFE-CGC ? Tout d'abord, la CFE-CGC est très active dans le cadre des travaux de la plateforme RSE, qui dépend directement de France Stratégie, institution autonome placée auprès du Premier ministre. Je voudrais même en profiter, puisque nous avons Sandrine Cadic dans les participants, qui est chef de projet de la plateforme RSE, et qui contribue fortement à la réussite de nos travaux. Récemment, la CFE-CGC était co-rapporteur d'un avis sur l'empreinte biodiversité des entreprises, une thématique d'actualité, et d'un avis sur les labels RSE sectoriels. Elle participe par ailleurs à de nombreux travaux, dont récemment la responsabilité numérique des entreprises. Cette activité a permis la concrétisation de relations privilégiées avec le RESES, Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, anciennement le REFED, des représentants de la conférence des grandes écoles et de la conférence des présidents d'universités, en même temps que d'associations de protection de l'environnement comme Humanité et Biodiversité. À retenir des recommandations clés que nous avons soutenues fortement, donc 2 exemples. Si la plateforme RSE recommande aux entreprises d'intégrer ou de renforcer l'intégration des enjeux de biodiversité dans leur stratégie,
Elles recommandent en parallèle aux organisations syndicales de salariés de sensibiliser leurs adhérents aux enjeux de la biodiversité, dont la lutte contre la déforestation importée, notamment dans le cadre du dialogue social et le cas échéant de la mise en œuvre du devoir de vigilance. Mais aussi, la plateforme RSE recommande aux organisations paritaires de branche, patronales et syndicales, de favoriser l'intégration de la thématique RSE, y compris la labellisation, dans les négociations paritaires de branche. Elle recommande au pouvoir public d'inciter les organisations patronales et syndicales dans ce sens. Nous allons voir d'ici quelques instants des illustrations de ce que nous avons déjà réalisé. Membre du Conseil national de la transition écologique, CNTE, et du Comité national biodiversité, notre organisation participe à l'élaboration des avis émis par le ministère de la Transition écologique. Nous y reviendrons plus loin. À noter qu'au niveau régional, la CFE-CGLC s'est aussi investie depuis 2005 au niveau d'un comité régional biodiversité a signé une charte d'engagement qui préconise une formation RSE dédiée pour les salariés. Aussi membre du groupe AFNOR Normalisation, la CFE-CGC contribue à de nombreux groupes de travail et réflexion qui traitent de sujets variés allant de la société à mission à la révision de la norme ISO 26000. Enfin, au niveau des branches, la CFE-CGC a permis la prise en compte dans des accords sur la qualité de vie au travail, l'égalité professionnelle et de la formation professionnelle. Pour illustrer cette position forte, on revient aux recommandations de la plateforme RSE. Les préambules des accords comportent un engagement clair. Ainsi, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est décrite comme, je lis in extenso, un des piliers de la RSE et conditionne l'atteinte des 17 objectifs de développement durable conçus dans le cadre des travaux des Nations Unies en 2015. Cet accord vise également à suivre la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 et le traité instituant la Communauté européenne du 24 décembre 2002, le pacte mondial des Nations Unies, reposant sur les 4 valeurs fondamentales, comme l'a dit Madi, droits de l'homme, normes du travail, environnement, lutte contre la corruption. La branche inscrit aussi la formation professionnelle dans les principes de la RSE, soucieuse de ne pas enfermer les salariés dans leur poste et en les aidant à progresser et à acquérir les moyens de leur autonomie. Les compétences dites transversales et transférables, qui accompagnent les évolutions et les mobilités professionnelles, jouent un rôle privilégié en matière de RSE et sont, là encore, une condition d'atteinte des 17 ODD. Enfin, une innovation, le texte prévoit la création d'un poste de référent RSE parmi les salariés, une avancée majeure. Ces deux derniers points illustrent ce que nous avons cité dans le cadre des recommandations de la plateforme RSE. Pour revenir aux activités de la CFE-CGC au CNTE, ce qui va introduire notre sujet de ce webinaire, lors de la réunion plénière du 26 janvier 2021, qui traitait un avis sur le projet de loi climat et résilience, la CFE-CGC a rappelé à la ministre Barbara Pompili son engagement au Pacte mondial des Nations Unies et fait remarquer la nécessité de mettre en place un projet de loi ambitieux, mais tout en regrettant que les organisations syndicales n'aient pas été consultées en amont de la réalisation d'études d'impact qui s'est avérée perfectible, ni sur la rédaction du projet de loi qui fait si peu mention de l'agenda 2030 et 17 ODD, pourtant prioritaire de la délégation interministérielle. Par ailleurs, la CFE-CGC a souhaité porter une attention particulière aux articles 16 et 18 du projet de loi, en abrégé. L'article 16, évolution des CSE et de la GPEC en matière de transition écologique, impose que les CSE prennent en compte la transition écologique au sein des différentes consultations auxquelles il devra répondre. La CFE-CGC considère que la prise en compte des enjeux environnementaux est un progrès, elle paraît toutefois insuffisante. En effet, nous militons en faveur de la création d'une commission de développement durable au sein des CSE qui pourrait être en lien avec les commissions égalité professionnelle, diversité, gestion prévisionnelle des emplois quand elles existent. Enfin, la commission développement durable devrait être dotée de moyens afin de répondre au mieux à ces enjeux de la transition écologique auxquels l'entreprise doit faire face. Enfin, nous avions mentionné qu'un point de vigilance doit être porté car cette évolution de procédure devrait permettre au CSE d'alerter la direction des impacts potentiellement négatifs de l'entreprise afin que celle-ci mette en œuvre des mesures, des remèdes adéquats. L'article 18
renforcer l'implication des opérateurs de compétences, OPCO, sur les sujets liés à la transition écologique, la Confédération propose de ne pas en faire une mission en tant que telle, mais de l'inclure dans la mission de conseil destinée aux entreprises de moins de 50 salariés. Cela permettrait en plus d'indiquer que l'on parle clairement de formation des salariés, terme qui doit apparaître. Comme le constatez, notre organisation se veut volontariste dans ses engagements et à tous les niveaux, gouvernement, instances nationales et régionales, branches professionnelles, entreprises. Cette détermination est un axe majeur de nos politiques développement durable et biodiversité qui vont bientôt se concrétiser. Je vais à présent passer la parole à Mathilde Espac qui va nous présenter GATE 17. Merci. Merci François, bonjour à tous. Donc, je suis Mathilde Espax, effectivement je dirige le cabinet GATE 17 qui accompagne les représentants du personnel pour le développement de la dimension environnementale de leur dialogue social en entreprise. Merci à toutes d'être là et je remercie encore une fois François et Madi pour leur invitation et d'ailleurs je les félicite pour leur engagement et leur détermination. Effectivement, la question environnementale au sein du dialogue social n'est pas tout à fait nouvelle et au sein de votre organisation, vous avez déjà mis en œuvre un bon nombre d'actions. Je vais revenir simplement rapidement là, sur les origines justement et la légitimité des IRP sur ces questions et vous montrer que d'un point de vue réglementaire, les choses évoluent de façon assez rapide pour vous donner un petit peu les clés d'utilisation de cette nouvelle réglementation, savoir où on en est et comment la mettre en œuvre. Je vais donc partager avec vous un petit support. Hop. Voilà, dialogue social et environnemental. Donc, où en est-on ? Je vais partir sur un élément de contexte qui me paraît essentiel, effectivement, à savoir les engagements nationaux sur la question environnementale, en revenant surtout sur la stratégie nationale bas carbone de la France, la fameuse SNBC, dont vous avez sans doute entendu parler, très liée donc, aux engagements qui ont été pris lors des accords de Paris en 2015. Donc, il faut savoir que cet engagement repose sur deux axes. D'une part, atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, quand on parle de neutralité carbone, un terme qu'on utilise beaucoup, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, la neutralité carbone consiste en fait à émettre sur le territoire national autant de gaz à effet de serre que notre territoire peut en absorber. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions aujourd'hui. Pour l'instant, ce sont uniquement nos forêts qui nous permettent, qui sont donc des puits de carbone, qui nous permettent d'absorber le CO2 que nos activités émettent. Aujourd'hui, évidemment, nos forêts ne permettent pas d'absorber tout le CO2 que nos activités émettent, mais l'engagement a été pris d'atteindre cette neutralité carbone en 2050. Donc, on va voir effectivement que toutes les filières, tout le tissu économique est impacté dans la mesure où tout le monde va devoir faire des efforts et pas uniquement, évidemment, les individus, mais en grande partie les entreprises. Le deuxième axe de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone de la France, repose sur la réduction de l'empreinte carbone des Français. Donc, pour vous donner rapidement une définition de l'empreinte carbone, contrairement à ce que je viens de vous dire sur la neutralité carbone, l'empreinte carbone inclut plus de choses que la neutralité, qui concerne que les émissions émises sur le territoire, dans la mesure où l'empreinte carbone inclut également les émissions qui proviennent de notre consommation de produits importés et c'est une grande partie effectivement de notre consommation puisqu'on peut voir effectivement dans le graphe que les émissions associées aux importations qui sont en foncé ont dépassé les émissions intérieures à partir, on peut le voir, de 2010. Donc, l'objectif est de réduire un maximum, effectivement, à travers la modification de nos modes de consommation, notre empreinte carbone, qui, si on veut atteindre effectivement la neutralité carbone, doit drastiquement se réduire. Si on prend une échelle aujourd'hui pour atteindre cette neutralité carbone, il faut qu'on réduise de 6 fois, finalement, 6 fois notre empreinte carbone. Là, vous voyez, on est les losanges, donc c'est l'empreinte carbone moyen d'un Français qui a 9,9. 9,9 tonnes de carbone émises par an. Il faudrait qu'on arrive à 2 tonnes par an par personne pour atteindre cette fameuse neutralité carbone à laquelle la France est engagée.
Voilà pour un petit peu le contexte, pour vous donner la visualisation hein, de cette neutralité carbone. Donc, voilà un petit peu l'évolution qu'il faut qu'on arrive à atteindre pour 2050, où vous voyez que les émissions de gaz à effet de serre, hein, qui sont en positif, devront être égales aux négatifs, les absorptions. Donc, les absorptions qui sont les puits de carbone dont je vous ai parlé tout à l'heure, les forêts. Qu'on envisage, que voilà, la France est engagée aussi à augmenter donc, en termes de surface pour pouvoir absorber un maximum d'émissions. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui ont leur micro ouvert. Si vous pouvez les éteindre, ce serait gentil. Merci. Donc voilà, pour atteindre cette neutralité carbone, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, qui fait des travaux peut-être, ou alors qui a pris peur. Qui a pris peur avec la baisse des émissions qu'il nous faut atteindre. Non, voilà, c'est bon, tout est bien. Donc, voilà, pour vous donner un peu une image assez parlante hein, voilà, de ce qu'il faut faire hein, pour atteindre la neutralité carbone, à savoir quand même hein, que le solde du premier budget carbone n'a pas été atteint, puisqu'il était prévu de réduire hein, de 2,2% hein, nos émissions, qui n'ont réduit que de 1% sur la période 2015-2018. Donc, il faut encore pousser un petit peu les efforts, un petit peu beaucoup. Donc, en termes évidemment d'impact hein, sur nos filières, qu'elles soient industrielles ou pas, en tout cas, c'est vrai que les filières industrielles sont particulièrement impactées dans la mesure où elles sont fortes émettrices de gaz à effet de serre. Mais voilà, elles s'engagent à des actions assez importantes. Je vous invite à aller voir, hein, elles viennent d'être publiées entre avril et mai, les feuilles de route de décarbonation des filières industrielles notamment. Donc là, je vous ai mis celle de la chimie, de la filière ciment, de la filière mine et métallurgie, qui ont prévu, vous pouvez aller voir effectivement les feuilles de route et les actions qui sont prévues pour réduire drastiquement hein, les émissions de gaz à effet de serre qu'elles génèrent. Donc, on voit que la chimie a prévu hein, une réduction de moins 26%. Donc, quand je dis moins 26%, moins 24 et moins 31, c'est de 2015. En fait, c'est basé sur les émissions, sur une base 2015 pour atteindre hein, en 2030 moins 26%, moins 24 pour la filière ciment et jusqu'à moins 31 pour la filière mine et métallurgie. Donc, on voit que ces efforts, effectivement, très impactants, hein, vont être… on peut s'imaginer, effectivement, hein, à quel point ces filières vont devoir revoir hein, leur modèle de production. Et donc, en termes d'emploi, de compétences et d'évolution des métiers, effectivement, les salariés vont devoir être accompagnés sur ces enjeux. D'ailleurs, l'ADEME, voilà, je vous invite aussi à aller voir ce rapport donc, qui a été synthétisé en une infographie, là, dont je vous ai mis quelques éléments, qui a été publié par l'ADEME et qui s'intéresse effectivement à l'évolution de l'emploi due à la transition écologique et à l'impact de la stratégie nationale bas carbone. Donc, comme on peut le voir, hein, c'est positif pour l'emploi dans la mesure hein, où on peut voir un bénéfice net en emploi en fait, dû à la transition écologique. Bon, on parle quand même de bénéfice net, hein, donc c'est-à-dire les emplois perdus. Il faut quand même être réaliste. Des emplois vont disparaître, mais des nouveaux emplois vont apparaître effectivement pour porter cette transition écologique jusqu'à sa réussite. Donc, comme on peut le voir, hein, tous les secteurs sont concernés, bâtiments, transport, industrie, tourisme, achat, etc. Voilà, des métiers verdissants, voilà, on appelle des professions qui verdissent, c'est-à-dire que dans la mesure où la filière ou le secteur doit se remettre en question hein, d'un point de vue environnemental, les métiers qui font partie de ce secteur vont évoluer. On parle aussi de métiers verts, et là, ce sont des métiers uniquement dédiés à la transition écologique qui sont en forte croissance, des métiers qui concernent évidemment l'énergie, la gestion des déchets, la protection de la nature, etc. Donc, on voit effectivement à quel point le lien entre environnement et marché de l'emploi, évolution des métiers et des compétences est particulièrement pertinent, d'où la légitimité effectivement des organisations syndicales de se saisir de ces questions avec détermination. Alors,
comme je viens de vous le dire, voilà, le marché de l'emploi évolue avec des besoins de compétences, d'évolution de métier et des pertes d'emploi dans la mesure où certains, on l'a vu hein, l'année dernière, les fermetures de centrales thermiques, etc. Et voilà, des activités qui n'ont pas vocation à perdurer et des pérennités d'emploi qui sont remises en question, forcément. Donc, comment, en fait, trouver la conciliation entre les besoins, effectivement, liés à cette transition écologique et l'accompagnement des travailleurs impactés hein, fortement par ces enjeux, dans la mesure où voilà, la transition écologique est nécessaire, mais comment la faire au mieux, effectivement, pour accompagner les travailleurs sur ces enjeux. Donc, c'est là où est sortie la notion de transition juste, qui n'est pas forcément récente, hein, comme vous pouvez le voir, hein, la définition a commencé à être définie en 2009 hein, par le syndicat, la Fédération internationale donc, en 2009, donc, qui définit le concept de transition juste hein, sur la question de former les travailleurs, voilà, anticiper hein, les conséquences des politiques nationales ou internationales de transition écologique. On a ensuite, au moment de 2015, donc au moment des accords de Paris, hein, l'Organisation internationale du travail qui publie les principes directeurs pour une transition juste. Donc, le fait d'anticiper et d'accompagner un maximum les travailleurs sur l'évolution de leur secteur. D'ailleurs, le préambule de l'accord de Paris reprend, hein, effectivement, stipule que la mise en œuvre des politiques climatiques ne doit pas se faire au détriment des travailleurs. En 2019, donc de façon plus concrète, hein, l'Union européenne crée le Fonds pour une transition juste, qu'elle dote de 43 milliards d'euros de dépenses courant 2021-2027 pour la diversification économique des territoires, donc, et les plus touchés par la transition climatique, et la reconversion et l'inclusion active des travailleurs et des demandeurs d'emploi sur ces enjeux. Donc voilà, la question de la légitimité effectivement du dialogue social, de s'intéresser à la question environnementale, n'est pas de faire, si je puis dire, des organisations syndicales, des nouvelles ONG en entreprise, mais de travailler vraiment la question de l'accompagnement des travailleurs un maximum sur l'évolution de leur métier, de leurs compétences et des nouveaux besoins, voire de la réorientation, si ces travailleurs, voilà, la pérennité de leur emploi est remise en question par des questions de transition écologique qui sont nécessaires et pour le coup qu'on ne peut pas remettre en question. Alors, au-delà de effectivement cet accompagnement et ce besoin de transition juste qui est absolument crucial, hein, puisqu'on l'a vu notamment hein, à travers les manifestations Gilets jaunes notamment, hein, qui sont apparues suite à la taxation carbone, donc une politique forte hein, pour la baisse des réductions de gaz à effet de serre en Europe, simplement qui a été mal accompagnée et incomprise et de façon tout à fait légitime. Alors bien sûr, il y a eu d'autres sujets, hein, mais la question de la taxation carbone a prouvé l'impact social que pouvait avoir la transition écologique et à quel point il fallait accompagner ces politiques. Donc, au-delà de ça, à savoir que bon, une nouvelle génération quand même arrive en entreprise également avec une sensibilité sur la question climatique et environnementale beaucoup plus importante, avec une volonté finalement de vouloir participer hein, aux stratégies environnementales, RSE climatiques des entreprises. Et qui se confrontent parfois effectivement à des modèles effectivement qui ne correspondent pas forcément à cet éveil sur ces questions qui, voilà, eux ont conçu depuis quelques années, dans la mesure où la question de l'éducation sur ces questions est émergente et beaucoup plus importante depuis la dernière décennie. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le Réveil écologique, qui est une association qui a été créée par des étudiants voilà, qui ont rédigé un manifeste justement pour demander à leurs futurs employeurs, voire à leur employeur, s'il y a déjà un emploi, de vraiment s'engager sur des questions climatiques et environnementales.
Ils ont écrit un manifeste qui a été signé par plus de 30 000 étudiants. Et ils ont cartographié récemment, d'ailleurs, des collectifs de salariés qui s'engagent pour la question environnementale au sein de leur entreprise, en dehors de tout cadre légal, si je puis dire. D'où l'importance, effectivement, d'organiser le dialogue social sur ces enjeux dans la mesure où de nouvelles revendications arrivent en entreprise et concernent de plus en plus de salariés. Et c'est un sujet de revendication qu'il faut prendre en compte, à mon sens. Voilà pour les origines, si je puis dire. Donc, ensuite, effectivement, je vais vous parler donc, de la loi climat et de ce qui va être apporté par cette nouvelle législation dans le Code du travail. Juste pour vous dire, donc, cette loi climat et la question de cet article 16 qui donne les nouvelles prérogatives environnementales aux représentants du personnel vient d'une proposition de la loi climat. De la Convention citoyenne pour le climat, mais qui ne sort pas de nulle part. Je vous ai mis quelques exemples. Effectivement, France Stratégie, et François en parlait tout à l'heure, proposait déjà en 2019 d'impliquer les salariés et les représentants le plus en amont possible des étapes de la démarche RSE, d'associer les salariés, de faire de la RSE un sujet de dialogue social, etc. On a aussi la Convention citoyenne pour le climat a proposé, c'est ce qui a été repris par la loi climat, le renforcement du rôle des CSE, qu'ils soient informés et consultés chaque année, non plus uniquement sur des questions économiques, financières ou sociales, mais également environnementales, avec une expertise financée du rapport extra-financier. D'ailleurs, le CESE ensuite a remis une couche, si je puis dire, avec le fait de préconiser que le CSE mette annuellement à son ordre du jour des questions environnementales, la mise en place d'un comité environnement issu du CSE qui pourrait obtenir des informations sur l'impact environnemental de l'entreprise et former effectivement, et je pense que c'est essentiel puisque ce sont des nouveaux sujets, les représentants du personnel sur ces questions. Donc, cette loi, qui est toujours en projet, effectivement, dans la mesure où elle a été présentée en Conseil des ministres en février. Donc, la première lecture à l'Assemblée nationale est passée. Là, le projet de loi est entre les mains du Sénat. Donc, les articles qui nous intéressent sont l'article 16, qui intègre le sujet de la transition écologique parmi les attributions du comité social et économique. Là, je vous ai mis l'exposé des motifs. Je ne vous ai pas mis les changements d'articles du Code du travail, mais je vous invite à vous aller le voir si ça vous intéresse. Évidemment, c'est en ligne. Donc, les enjeux environnementaux figureront parmi les attributions générales du CSE. Ce thème sera ajouté aux consultations récurrentes du CSE. Et donc, côté négociation collective, donc plutôt pour les délégués syndicaux, cet article permettra par ailleurs de renforcer les négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences afin qu'elles prennent en compte au sein de l'entreprise les enjeux de la transition écologique. Voilà. Donc, avec des évolutions qui sont prévues en branche comme en entreprise sur les questions de négociation de la GPEC. L'article 17 et 18 aussi concernent le dialogue social. D'une part, l'ajout au comité régional de l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle, afin que cette institution se saisisse des enjeux de la transition écologique. Et l'article 18 concerne donc les OPCO, les opérateurs de compétences également, pour que leur projet s'adapte à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins de compétences des salariés. Voilà pour ce qui est proposé par le projet de loi, à savoir que lors de la première séance, la première lecture à l'Assemblée nationale, du coup, et la commission d'examen, on fait déjà des propositions d'amendements qui ont été adoptées. Donc, il y en a 3, on va dire, principaux. D'une part, la BDES, que vous connaissez tous, je pense, donc la base de données économiques et sociales, ce sont les informations qui sont transmises au CSE pour leurs informations consultation, est renommée et va s'appeler la BDESE, donc la base de données économiques, sociales et environnementales, avec qui contiendra les principales informations donc qui seront complétées avec l'obligation d'inclure des informations relatives aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Voilà, premier amendement, donc c'est le numéro 5220. Le 5222
concerne le stage de formation, donc des représentants du personnel qui désormais pourra porter sur les conséquences environnementales des activités de l'entreprise également. Et le troisième amendement, donc 5642, qui concerne le CFESS, donc, qui est également renommé en congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Donc voilà, des possibilités de formation sur ces questions pour les élus qui n'étaient pas prévues dans le projet de loi. Voilà, donc je termine en vous disant voilà, que en termes voilà, d'outils de formation et d'analyse ou de levier d'action, beaucoup de possibilités sont apportées de main des élus et des représentants syndicaux. Ce sont de nouvelles prérogatives, bien sûr, qui demandent un investissement et des accompagnements, des formations, des outils d'analyse, sachant que voilà, la BDES permettra notamment d'inclure des nouveaux documents comme la déclaration de performance extra-financière, le bilan carbone, le plan de vigilance, etc. Et les leviers d'action, voilà, mais c'est non exhaustif évidemment, de possibilités d'action soit au moment des NAO, que ce soit le CSE à travers son droit d'alerte environnementale, la création, comme on a parlé, Madi ou François, d'une commission environnement, la création d'une feuille de route, etc. La participation au devoir de vigilance, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, j'espère que cette présentation vous a permis effectivement d'y voir un peu plus clair en termes de cadre et de périmètre d'action des représentants du personnel. Je vais passer du coup la parole à Timothée, qui va vous présenter les aspects un peu plus du coup, techniques et la réglementation, voilà, l'évolution de la réglementation des entreprises par rapport à ces nouveaux enjeux. Merci Mathilde. Alors, on va partager l'écran. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Timothée Kellard, cofondateur de la société EcoDev, donc, qui accompagne depuis 12 ans les employeurs dans leur définition politique RSE, développement durable et un certain nombre de sujets. Merci François pour l'introduction. Merci Madi également. Donc voilà, la tâche que j'ai là, c'est de passer un quart d'heure. On est un tout petit peu débordé sur le timing, mais du coup, je vais essayer d'accélérer. Ça va être assez dense. L'idée, c'est de vous montrer comment et pourquoi outiller finalement un certain nombre de structures, de compétences, de personnes tout simplement sur ces enjeux de développement durable. Parce qu'on parle souvent de trajectoire bas carbone, de stratégie ou de mise en place d'actions développement durable, mais c'est important quand même d'outiller et de structurer ces approches. Donc, je suis un peu la boîte à outils là, du webinar pour donner des grandes lignes directives sur ces sujets. Alors, les entreprises et la transition écologique, avant peut-être de commencer sur le contexte réglementaire, déjà, qu'est-ce qu'on peut… On a beaucoup parlé de la transition écologique, donc j'ai voulu remettre la définition. Je ne vais pas rentrer dans une définition littéraire, mais plutôt des nouveaux concepts. Vous avez l'économie circulaire, stratégie climat, les achats responsables. J'ai vu dans le chat qu'il y avait des questions sur des quotas carbone, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a un certain nombre de concepts qui arrivent et qui ont pour objectif finalement d'accompagner cette transition écologique. En gros, si on doit simplifier, on peut mettre tout ça sous une espèce de gros chapeau qui s'appelle la RSE, donc qui est comment appliquer le concept du développement durable aux établissements, aux employeurs, aux associations, peu importe, à toute structure finalement, qui sont régies par une gouvernance assez classique aujourd'hui dans le monde des entreprises. Et c'est repenser les modèles, parce qu'un certain nombre de nos modèles aujourd'hui vont droit dans le mur en termes d'indicateurs, on pourra revenir dessus, mais donc du coup il faut changer ces modèles si on veut changer les feuilles de route, et on l'a vu sur la présentation de Mathilde avec la trajectoire bas carbone qui est quand même loin d'être gagnée. Et il y a une norme aujourd'hui, donc c'est un première information, je pense que c'est l'ISO 26000, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais en tout cas c'est une norme qui justement structure cette approche. Donc, on a la chance, autant il y a 12 ans, quand on débutait sur nos sujets, les référentiels n'existaient pas, autant aujourd'hui, il y en a plein. Maintenant, il faut se les approprier. Les arguments, il y en a plein sur comment et pourquoi, au-delà de la quête de sens et de notre volonté peut-être de tous mieux, on va dire, ou de s'améliorer au quotidien, mais on voit que la RSE ou ces démarches de manière générale de transition juste ou écologique amènent quand même un certain nombre d'avantages pour les structures, à la fois d'anticiper, enfin de respecter déjà dans un premier temps et anticiper les réglementations. L'Europe nous contraint beaucoup sur certains sujets. Je prends l'exemple de la qualité de l'air, sur laquelle la France est vraiment pas bon en Europe. Mais il y a des nouvelles attentes aussi de parties prenantes, que ce soit salariés,
par exemple sur la marque employeur ou certains clients. Donc, on voit bien qu'on a besoin de faire évoluer ces modèles et de maîtriser également tous ces impacts et toutes ces conséquences. Alors, la réglementation, je ne vais pas vous la faire de manière très détaillée puisque c'est assez fastidieux et puis on a déjà beaucoup parlé, mais c'était important de reprendre des échéances. Donc, 2014, vous avez les directives européennes sur la publication d'informations extra-financières, donc tout le reporting extra-financier, donc socio-environnementaux des employeurs. En 2015, vous avez la loi de transition énergétique qui a beaucoup travaillé sur le sujet de la stratégie nationale bas carbone et qui s'applique finalement via des effets un peu ricochés ou rebonds sur les employeurs avec des réglementations sur les audits énergétiques, sur la partie gaz à effet de serre. Et puis un certain nombre de nouveaux sujets qui arrivent, qui sont un peu moins évidents à traiter, comme le sujet de la biodiversité. J'en parlerai très peu, mais on voit que c'est le sujet montant, c'est l'année de la biodiversité. Vous avez une norme aussi, qui est la NFX 32001, si je ne me trompe pas, qui est arrivée ces derniers temps sur le sujet. Donc on voit que tout ça se structure. Les accords de Paris ont mis quand même on va dire un coup de lumière sur ces sujets et sur les entreprises qui ont été un peu obligées de prendre la parole. Et puis depuis, on sent que la structuration du contexte réglementaire devient de plus en plus fin. Les lois relatives au devoir de vigilance sur les sociétés mères, donc par rapport à leurs conséquences sur les fournisseurs. On a eu aussi un grand débat national lié à un enjeu plus social avec les gilets jaunes et qui a découlé sur des lois qui ont intégré finalement ces mouvements dans leur fonctionnement. Alors un peu moins la loi PAC, mais surtout la loi d'orientation des mobilités qui a fait basculer le sujet des enjeux environnementaux à des enjeux plus sociaux. Et puis vous avez récemment donc, le débat autour de la Convention citoyenne pour le climat. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les citoyens de la Convention citoyenne ont noté cette proposition de loi à 3,3 sur 10. Donc on a un certain nombre d'enjeux sur lesquels on se dit que le cadre juridique risque de se contraindre dans les années à venir. Et puis voilà. Je passe rapidement sur cette partie parce que ça a déjà été bien balayé et je vais me concentrer sur concrètement quelques exemples sur comment accompagner ces enjeux au quotidien. Alors, tout d'abord, il y a une notion qui est extrêmement importante, qui est la notion de partie prenante. On ne peut pas définir une stratégie RSE, par exemple déployer une stratégie carbone. Mais merde! Ah, monsieur, merci. Et on a du coup l'obligation d'impliquer ces parties prenantes. Alors, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des salariés, ça peut être des actionnaires, ça peut être un certain nombre finalement de structures qui vont contribuer à valider cette feuille de route. Parce que si vous co-construisez seul finalement votre feuille de route et qu'elle n'est pas partagée, elle ne sera probablement pas durable. Un premier exemple sur des actions concrètes, vous avez les achats responsables. Donc, comment intégrer dans ces activités un certain nombre de critères qui aident à ce qu'on puisse finalement avoir un développement qui répond aux besoins, donc bien évidemment d'achat quotidien, mais qui ne compromettront pas, je vais y arriver, les capacités du coup de nos générations futures à continuer à se développer comme on le fait. Et donc ça passe par quoi? Ça passe par s'appuyer sur des critères autres que financiers, bien évidemment. Et j'ai mis les 7 piliers de la démarche ISO 26000 qui balayent aussi bien les enjeux environnementaux que le respect des droits humains ou tout simplement les conditions de travail. Donc, c'est des sujets qui font écho déjà aux initiatives de SFE, CGC et surtout, j'imagine, de tous ceux qui sont là actifs ou acteurs de ces sujets. Mais là, il va falloir structurer l'approche environnementale. Il y a une norme qui s'appelle la NFX 50135 qui donne un cadre assez structurant pour pouvoir intégrer ce qu'on peut appeler des achats verts, solidaires, éthiques ou équitables dans finalement notre politique achat. Comment on définit sa feuille de route? C'est intégrer ces nouveaux critères, bien évidemment. Donc, on définit des indicateurs, on raisonne sur un coût global. Donc, c'est aussi très intéressant de commencer à raisonner sur le coût avant, pendant et après son utilisation d'un produit. Et donc, c'est ces critères qu'on ajoute. Puis, on définit du coup un code de conduite, plus ou moins on va dire abouti et développé, on forme à ces enjeux. Bon, c'est assez dense, désolé, je m'en rends compte. Mais voilà. Zoom sur le bilan carbone. Alors, donc, du coup, sujet à la mode, depuis 2 ans, tout le monde veut calculer son empreinte carbone. Mathilde en a un peu parlé. Un Français moyen, c'est 12 tonnes. Il y avait une question sur le quota par salarié, par secteur. C'est des bonnes remarques. Et donc, tout ça se structure avec une base qui est le bilan carbone. Donc, le bilan carbone, c'est quoi? C'est comprendre
Déjà, où sont mes émissions de gaz à effet de serre et quelles sont ses conséquences, puisqu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que le CO2, vous avez le méthane, le dioxyde d'azote, enfin, vous en avez plusieurs. Et donc, la méthode bilan carbone permet de prendre tous ces gaz à effet de serre et les convertir en un seul critère qui est le carbone. Ça a été développé il y a presque 20 ans maintenant par l'ADEME et Jean-Marc Jancovici. Et puis, on a un certain nombre d'enjeux associés, à la fois réglementaires, mais aussi la philosophie, c'est de diminuer autant que possible cette empreinte et donc sa facture, finalement, dans un premier temps, énergétique pour beaucoup. Les grandes étapes clés, c'est ça qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'un bilan carbone, ce n'est pas classiquement faire une comptabilité, c'est avoir une démarche globale qui passe par des phases de sensibilisation, de définition de champ d'études qui se veut être le plus réaliste par rapport à l'empreinte carbone d'une activité représentative. Malheureusement, le contexte réglementaire ne nous aide pas trop, puisque du coup, il est assez limité en périmètre. Il est assez représentatif pour les industriels, mais beaucoup moins pour le tertiaire, par exemple. Ensuite, une fois qu'on s'est fixé cette définition d'études, on collecte des données, on les traite, on construit un plan d'action. C'est extrêmement important de fédérer et de profiter de ces moments pour mettre le maximum de parties prenantes autour de la table. Et puis, on lance ensuite les actions de réduction. Alors, la philosophie générale, c'est donc estimer, diminuer et respecter ou anticiper des réglementations à minima, mais c'est surtout définir et réfléchir sur son activité. Donc là, j'ai mis un exemple, mais on peut raisonner par activité, par site, on peut faire des ratios par équivalent temps plein, par euro investi, par produit. Voilà, on a un certain nombre d'outils qui nous aident à convertir et répondre probablement à la question là, des ratios par personne et qui est fait dans un second temps généralement, puisque première étape, comptabilité, deuxième étape, stratégie associée à cette comptabilité, puisque du coup, tant qu'on ne connaît pas l'état des lieux, c'est compliqué de définir une feuille de route. Généralement, donc on travaille sur tous les flux, qui sont les flux en amont, intrant, transport, jusqu'à la fin de vie et les déchets, en passant par tout ce qui est lié à l'activité. Et ça peut être une activité d'entreprise ou d'association ou les activités d'un CSE, peu importe, puisque tout ça amène des flux finalement d'énergie et c'est ce qu'on cherche à identifier et à connaître dans le bilan carbone. J'ai mis quelques exemples de livrables, puisque du coup, on nous dit, mais très bien, mais ça finit sur quoi ces démarches? Ça finit par des tableaux de bord, finalement, des visuels très simples, mais qui permettent de comprendre où sont mes émissions, clairement, où sont les gros postes pour pouvoir aller travailler là où, finalement, c'est le plus important et le plus intéressant, pour éviter l'écueil qu'on a souvent, qui est de cristalliser, par exemple, sur les gobelets en plastique au quotidien, qui représentent 0,001% de l'empreinte carbone, alors qu'on n'aura peut-être pas travaillé un sujet comme les trajets domicile-travail, qui pourraient représenter 30% de l'empreinte carbone. Donc, on objective, au final, poste par poste et sujet par sujet, toute cette empreinte environnementale pour aller donner les bonnes feuilles de route aux employeurs ou aux établissements de manière générale, avec des tableaux de bord, justement, qui fixent des objectifs. Il me reste 3 minutes et donc on va faire un zoom sur la mobilité durable, qui est un fort sujet, forcément. Depuis la situation sanitaire, on a pris conscience que notre mobilité était précieuse et qu'on avait probablement des leviers d'amélioration et d'optimisation de nos trajets quotidiens. Mais au-delà de cette actualité, il y a quand même un contexte réglementaire qui pousse les employeurs à traiter le sujet. Alors, on était sur des enjeux très climat, énergétique, voire sanitaire, avec les enjeux de qualité de l'air, dès les années 90, 92 principalement, avec les plans de protection de l'atmosphère et la loi LOR, et puis la partie transition énergétique avec la LTEC en 2015. Depuis 2020, enfin début 2020, la mise en application de la loi d'orientation des mobilités, le sujet a basculé dans le cadre finalement des NAO et donc est devenu un sujet plus RH, plus social, avec les thématiques associées à la qualité de vie au travail. Donc finalement, aujourd'hui, tous les établissements de plus de 50 personnes, avec un délégué du personnel, sont obligés d'intégrer dans les NAO la mobilité durable. Qu'est-ce que ça change pour les employeurs? Il y a des textes, dans le texte de loi, il y a des sujets très, très clairs. Décarboner les véhicules. De toute manière, on aura en 2040, a priori, aucune vente de véhicules thermiques en France. Vous avez l'Angleterre, le Canada qui a avancé à 35 en 2030. Donc, on a de toute manière du matériel qui va évoluer et on a des obligations de verdissement de flotte, par exemple, des évolutions d'infrastructures avec des prises, par exemple, de points de recharge ou des déploiements de nouvelles politiques dans les villes. Et là, on a beaucoup de retard et ça s'accélère. C'est les ZFE, c'est les zones à faible émission qui vont contraindre énormément les centres-villes
donc en fonction des véhicules, diesel, essence, et interdire un certain nombre d'accès. Et donc, on va devoir changer ses habitudes. Ça changera et ça change énormément pour beaucoup de citoyens, puisque du coup, la mobilité comme on la connaît, c'est-à-dire traverser certains centres-villes ou se déplacer en véhicule thermique, sera impossible, voire très contraint, et de plus en plus, puisqu'on a beaucoup de retard au niveau européen. Et là, on a une feuille de route assez ambitieuse avec les plus grosses agglomérations françaises. Alors, les NAO et la mobilité, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de travailler sur des sujets de coûts. Donc ça, c'était l'arrivée des Gilets jaunes qui a mis ce sujet sur la place dans les débats parlementaires. Évidemment, l'incitation aux usages des modes de transport mode actif ou plus respectueux, on va dire, de l'environnement, donc le vélo, trottinette, etc. On va travailler sur la prise en charge de ces frais aussi. J'ai fait un petit zoom après sur le forfait mobilité durable, qui est un nouvel outil hors charge et assez intéressant finalement pour financer cette mobilité, et l'organisation de travail. Donc, par exemple, le sujet de la flexibilité des horaires, l'organisation du télétravail. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on est obligé de faire un plan de mobilité qui vous demande finalement d'évaluer l'offre de transport, d'analyser les déplacements quotidiens des collaborateurs, définir des actions et des mesures, finalement des moyens de soutien sur ces nouveaux déplacements, ces nouveaux modes. Donc là, il y a des obligations de moyens. Et puis, j'ai voulu zoomer sur le plan de mobilité rapidement, mais globalement, cette démarche existe depuis quand même un certain nombre d'années, plus d'une dizaine d'années, et très structurante. Et elle permet de scanner finalement des flux de mobilité et des flux de déplacement qui ne sont peut-être pas centralisés par les employeurs. Et c'est là où il y a un gros écueil, c'est que souvent les RH gèrent les transports en commun avec le remboursement, les services généraux ou d'autres vont gérer la flotte auto, peut-être que des gens de la RSE vont gérer les sujets, et puis d'autres actions peuvent être portées localement. Mais tout ça n'est pas consolidé en termes de reporting, et c'est ce que c'est un des objectifs que se fixent les plans de mobilité pour constituer après un réel plan d'action. Bon, j'ai remis une méthodologie sur laquelle il ne faut pas trop s'arrêter dans le détail, mais comprendre que c'est un sujet plutôt de marathon que de sprint. Donc, on a un vrai sujet de conduite de changement en trame de fond, puisqu'on ne va pas décréter du jour au lendemain et imposer finalement les changements d'habitude. Quand ça fait 20 ans que vous prenez votre voiture pour aller au travail, même si pour 50% des Français, c'est faire moins de 7 km en distance, on pourrait dire du jour au lendemain, ils basculeront en vélo, mais non, ça ne marchera pas de cette manière. Il faut accompagner ce changement. Et pour l'accompagner, il faut l'objectiver. Donc, en fait, le propos du plan de mobilité, pour moi, l'intérêt, c'est surtout d'objectiver qu'est-ce qu'une bonne politique et qu'est-ce qu'une bonne feuille de route, et d'aider finalement les salariés à comprendre si leur employeur est ambitieux sur le sujet, par exemple, ou si on arrive à avoir un équilibre entre les moyens et les résultats. Et pour finir, il y a ce nouvel outil qui revient beaucoup finalement dans la bouche de manière générale, à la fois des représentants du personnel ou des RH par exemple, qui est qu'est-ce que c'est, comment ça marche. J'ai entendu parler de cet outil, donc c'est 500 € finalement par an pour permettre à des salariés d'être dédommagés ou d'être, on va dire, récompensés dans une pratique plus éco-responsable. Donc, ça va aussi bien des transports en commun que le covoiturage en passant par le vélo ou l'autopartage et les nouveaux engins de déplacement personnel comme les trottinettes en libre service. Donc, l'employeur peut financer ces pratiques alors qu'aujourd'hui, elle n'a pas l'obligation ni d'outils finalement intéressants pour y arriver. Et donc, c'est un premier pas. Ça peut être des forfaits annuels ou mensualisés. Les déclarations sur l'honneur peuvent fonctionner en termes de justificatifs, donc c'est assez souple. Et puis, quand on commence à centraliser et à calculer les co-bénéfices associés à ces pratiques et ces usages, ce qui n'est encore une fois malheureusement très peu ou mal scanné par les entreprises ou monitoré, on voit bien qu'effectivement, on a un fort intérêt à favoriser ces pratiques et utiliser ce type d'outils. Voilà. J'ai légèrement débordé de 2 minutes. Merci à tous. J'espère que ce n'était pas trop rapide. Et je laisse la main maintenant. J'ai un doute, je ne sais plus si c'est… Nicolas. Nicolas ou Magal. Merci Mathilde. Donc, allez Nicolas. Nicolas qui va nous présenter ses actions en entreprise dans la mesure où il a mis en place, lui, au sein de son organisation, déjà des actions. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Je regarde tout ça. Non.
Hop. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. parfait. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Eono. Je suis délégué syndical chez Orange, CFE-CGC, chez Orange Business Service. Et donc, je voulais remercier Mahdi et François de me permettre d'intervenir ici une dizaine de minutes pour effectivement vous apporter un témoignage de nos réflexions et premières actions au sein de notre section syndicale dans cette entité d'Orange. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a mis en place et réfléchi à intégrer le dialogue environnemental dans l'entreprise? C'est pour mettre des actions qui sont à la hauteur des enjeux. Les enjeux, en gros, d'épuisement des ressources, l'énergie, les matières premières, l'effondrement du vivant, et puis bien sûr le changement climatique. En gros, on fait le constat que depuis déjà un certain nombre d'années, il y a des réflexions qui sont menées, des actions qui sont menées autour de la mobilité douce, du tri des déchets, même de la conversion de la flotte de véhicules, des véhicules électriques, etc. Qu'il faut faire tout ça, bien sûr, mais que malheureusement, ça n'est pas suffisant pour relever ces défis-là. Ce que je veux dire, c'est que la science est très claire. Le scénario business as usual nous mène dans le mur. C'est ce que le GIEC nous apprend dans ses rapports. Donc, il faut aller jusqu'à questionner le modèle d'affaires de l'entreprise, les produits et services qu'elle met à disposition, qu'elle propose à ses clients. Et donc, on doit inventer un nouveau modèle d'entreprise qui soit à la fois désirable et vertueux. Et on pense que c'est une occasion pour le syndicat de construire ça par et pour les salariés et d'être force de proposition sur cet axe-là. Avec un autre objectif qui est évidemment de se préparer au choc pour garantir la dignité des conditions de travail, c'est-à-dire que le virage qui est à faire pour quitter le business as usual vers un nouveau modèle, en fait, il se fasse en accompagnant les salariés et que les salariés ne subissent pas ces chocs-là, ces changements-là de manière brutale. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? On a commencé par se former sur deux éléments importants. Le premier, c'est de comprendre les tenants aboutissants des défis que j'ai évoqués puis qui ont été évoqués précédemment par les intervenants. Donc, comprendre de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que le business as usual ne suffit plus et il va falloir changer de modèle. Et puis, comprendre le deuxième aspect sur lequel il faut se former. Alors, on a été formé par Gate 17, notamment, c'est de comprendre quel est le rôle que un syndicat, une section syndicale, un CSE peut prendre dans cet enjeu-là. Comment est-ce qu'un syndicat peut transformer l'entreprise sur cet aspect-là? Une fois qu'on s'est formé, on peut alors réfléchir à structurer des idées, établir des revendications à long terme, pour le coup, puisqu'on s'inscrit dans la durée dans l'entreprise, à défaut, par exemple, du politique qui a des échéances électorales, etc. L'entreprise, c'est différent. Et donc, c'est l'occasion de planifier des choses sur le long terme et d'anticiper ça. Et donc, on se pose la question de savoir quels sont les changements qu'on souhaite mettre en place pour accompagner les salariés face à ces défis-là, dans l'objectif de pérenniser l'entreprise. Et enfin, une fois qu'on a établi ça, eh bien, on peut passer à l'action, c'est-à-dire questionner la direction à chaque bilatéral, à chaque échange qu'on a avec la direction, appeler à la cohérence, parce que c'est le cas chez Orange, mais dans un grand nombre d'entreprises. En fait, les grandes entreprises ont pris un certain nombre d'engagements publiquement, à travers des plans stratégiques ou des annonces publiques, disant qu'elles vont contribuer à la neutralité carbone ou qu'elles vont réduire de 30% leur empreinte environnementale. Eh bien, en fait, c'est de questionner la direction, de les appeler à la cohérence entre la communication qui est faite et les actes que l'on peut voir en tant que syndicat dans l'entreprise. De créer, on l'a dit, des commissions écologie et développement durable dans chaque CSE. Donc, on a pu le faire au sein de notre établissement, au BSSA, et puis de porter nos propositions dans toutes les négociations. En fait, bien sûr, de poursuivre les négociations traditionnelles, NAO, etc., les augmentations, les primes, la GPEC, mais d'avoir un regard sur ces revendications à travers le prisme de la transition écologique, de la transition juste qui est à opérer, du virage qui est à opérer dans l'entreprise. Si je zoome un tout petit peu, on a donc créé une commission environnement au niveau du CSE, avec l'objectif d'avoir un dialogue régulier avec la direction sur qu'est-ce qu'on peut faire dans notre établissement sur cette thématique-là, et puis une réflexion sur les ASC, qu'est-ce qu'on veut subventionner, quelles sont les activités qu'on peut
qu'on peut développer, qui sont nouvelles à proposer aux salariés, de nouer des partenariats avec des nouvelles structures qui sont plus engagées, plus vertueuses et sans doute en arrêter d'autres. Je l'ai dit vraiment, une fois qu'on a nos revendications, s'appuyer dessus dans toutes les bilatérales, multilatérales, les accords d'entreprise, à chaque fois qu'on a l'opportunité d'échanger avec la direction et les autres syndicats, porter ce sujet-là sur la table. Et puis, un point sur lequel je voulais insister, parce que ça, c'est vraiment nouveau et l'exercice nous a paru vraiment, vraiment enthousiasmant, c'est qu'on s'est imaginé que toutes les revendications qu'on a listées, elles étaient appliquées dans l'entreprise. Donc, que l'entreprise, par exemple, propose de nouvelles offres de produits et services plus sobres, plus durables, qu'on a remis en cause les business models, qu'au niveau du salarié, on a mis en place un mécénat RSE, qu'il y a une nouvelle organisation du travail plus flexible, où, par exemple, le salarié est autorisé à travailler sur le site le plus proche de chez lui plutôt que d'aller sur son site de rattachement tous les jours. Voilà, qu'on imagine que toutes les revendications qu'on a imaginées sont appliquées. En parallèle, on imagine aussi que le changement climatique se fait ressentir de façon beaucoup plus pressante qu'aujourd'hui. Et à partir de ce matériau-là, on écrit un récit, une fiction. On imagine quel est le quotidien d'un de nos collègues dans ce contexte. Quel est son métier, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ressemble sa journée. Le but étant de montrer que c'est désirable et vertueux et que partir sur cette hypothèse-là, ça donne envie d'y aller. Parce que c'est souvent un sujet anxiogène quand on discute des grands défis auxquels on sera confronté. Et ça peut entraîner une forme de tétanie ou de déni et se dire, ah ben non, en fait, je n'y crois pas, enfin, c'est pas quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Donc là, l'idée, c'est de montrer qu'effectivement, ça serait intéressant, tout le monde y retrouverait du sens, le salarié, l'entreprise et nos parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les partenaires. Et puis, on a un sujet qui est en réflexion aujourd'hui, c'est le droit d'alerte environnementale. En réflexion parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure encore précisément on pourrait l'appliquer, sur quelle typologie de sujet, avec quel type de résultat. Enfin voilà, c'est un levier qu'on a découvert en formation avec Gay 17 et sur lequel on se pose encore des questions. Et donc, on est très preneur de retour d'expérience sur cette thématique-là et d'y réfléchir pour voir quel format ça pourrait prendre dans l'entreprise. Enfin, vous dire qu'aujourd'hui, donc, on a établi une liste de propositions qu'on a construite en interne, CFE-CGC, que si vous le souhaitez, je peux vous la transmettre. Elle sera bien sûr à contextualiser, adapter à votre secteur, à votre entreprise, à la taille aussi de votre entreprise. On a organisé ces propositions autour de 3 thématiques. Comment est-ce qu'on accompagne les salariés? D'une part, comment on infléchit la stratégie d'entreprise pour sortir du business as usual? Et puis, comment on mesure les impacts de toutes nos activités? Toutes ces propositions-là ont été intégralement reprises au niveau de notre CSE, au BSSA. Donc, en soi, ça, c'était vraiment un succès pour la CFE-CGC. Gate 17, je l'ai dit, a formé tous les membres de la commission aujourd'hui aux prérogatives environnementales des IRP. Et vraiment, je vous recommande d'aller sur des formations comme ça parce que c'est là qu'on rentre dans le détail aussi de ce que Timothée expliquait tout à l'heure. C'est la boîte à outils, de savoir quels sont les leviers qu'on peut utiliser, etc. Et puis, on a la conviction que cette démarche elle est déclinable dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs, même les plus polluants. Il y a des choses à faire là-dessus. Et donc, vous aussi, vous pouvez passer à l'action. Voilà, merci. Et je passe la main, du coup, à Magali. Merci Nicolas et bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Magali Frey et je suis déléguée syndicale et élue au CSE et aussi présidente de la commission environnement qu'on a mis en place chez Capgemini Invent, donc, qui est une entité du groupe Capgemini et on l'a mis en place donc, depuis 2 ans. Donc, je vais essayer de vous faire quelque chose de très opérationnel pour vous expliquer comment on fonctionne et un petit peu ce qu'on a mis en place et comment on l'a mis en place. Déjà, la première question, c'est pourquoi on a eu envie, il y a 2 ans, de mettre en place ce type de commission. C'est tout simplement lié au fait qu'un certain nombre d'élus étaient préoccupés par toutes ces questions environnementales. On avait un certain nombre de débats récurrents sur lesquels on n'arrivait pas toujours à trancher. Et puis, toutes ces préoccupations et comment on pouvait un peu intégrer ça au sein du CSE a trouvé écho et
début de réponse avec la tribune qui était rédigée par Mathilde Espac, donc de Gay17, et Émile Meunier, autour de la notion du dialogue social environnemental et du coup la mise en place des commissions environnementales. On a rapidement trouvé un écho favorable au sein de l'ensemble du CSE et on a validé très vite le principe de création de la commission. Comme on a fait, là, c'est Gay17 qui nous a accompagnés sur la mise en place et on n'a pas eu à l'époque besoin de réellement faire un accord et on a pu nous passer directement par juste l'intégration d'un nouveau paragraphe dans le règlement intérieur et on a aussi donc avec le CSE validé très rapidement le principe de création. Dans ce qui nous motivait, dans les principes directeurs qui nous ont alimentés, il y avait d'abord le désir de s'intégrer dans l'ensemble des initiatives qui sont déjà lancées. Donc Capgemini Invent, c'est un cabinet de conseil qui a beaucoup de jeunes salariés et qui ont déjà éventuellement lancé des initiatives. Il y a déjà une direction RSE au niveau du groupe. Donc, on ne voulait surtout pas court-circuiter ces actions. Et puis, Capgemini est aussi membre du Global Compact et du coup, on voulait aussi être aligné sur les objectifs de développement durable. Je vous laisse voir les numéros qui s'y réfèrent. On voulait aussi, et ça pour nous c'était important, que la commission soit un petit peu plus large que le cercle des élus et donc on a voulu intégrer des salariés. On a voulu aussi un budget dédié et ce budget, on voulait qu'il soit alimenté à la fois par le CSE et à la fois par la direction. On voulait aussi, et notamment au début de la mise en place de la commission, que les décisions puissent être prises rapidement. Et donc, ça a été le cas. Et on voulait avoir les moyens de pouvoir mettre en place des actions et donc avoir des heures de délégation, donc que ça soit pour les élus, mais aussi pour les salariés qui allaient nous rejoindre. Donc, la commission environnement a été votée donc à l'époque en CE en juillet 2019. La première commission a eu lieu en septembre 2019 et donc on a réécrit le règlement intérieur. Ensuite, il y a eu les élections professionnelles qui se sont déroulées. Il y a eu un changement d'équipe. Et puis, voilà, on a continué à faire mensuellement, pas tout à fait, puisqu'il y a eu quand même la crise Covid qui a ralenti quand même le rythme des commissions environnement. On a eu un petit peu de mal à les réinstaurer. Mais une fois que ça a été réinstauré, on a pu relancer une dynamique assez soutenue. Et puis, on commence maintenant à éloigner un petit peu les commissions pour suivre le plan d'action. Sur la composition de la commission environnement, donc il y a une présidente, moi en l'occurrence, et puis on a 3 élus du CSE, 2 salariés, on a une représentante de la direction, donc la DRH, et à chaque commission, pour nous, ça a été aussi important d'intégrer la RSE pour que voilà, tout le monde puisse discuter et prendre les actions sans empiéter sur le territoire de l'autre, je dirais. Gali, excuse-moi, mais je crois que tu as un support si tu veux le partager. Ah je le partage. Non, il n'est pas partagé. Ah, pardon. Alors, je vais. Merci Mathilde. Hop. Voilà, vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Voilà. Hop. Donc, nos objectifs sur la commission environnement, c'était tout d'abord de développer la prise de conscience des salariés sur cette dimension environnementale et de mettre en place des actions qui allaient contribuer à la baisse des GES. Et puis, on avait aussi, bien sûr, la notion de montée en compétence des élus sur l'ensemble de ces sujets critiques. Et puis aussi, ce qui nous importait, c'était de pouvoir outiller le CSE pour pouvoir suivre la trajectoire de réduction des GES, et notamment au niveau de l'entreprise.
Donc, comment on a procédé? Pour répondre aux 2 premiers objectifs, on s'est appuyé sur des actions qui étaient déjà réalisées en interne. Alors, chez nous, il y a notamment le déploiement de la fresque du climat, qui est un outil qui permet de sensibiliser assez facilement et efficacement les personnes à toute la question du changement climatique. Et à la fin de ce jeu, on va dire, il y a la possibilité d'identifier les premières actions qu'on souhaite mettre en place pour agir pour l'environnement. Donc, on a analysé toutes ces actions qui avaient été identifiées par les salariés, et on a pu trouver 3 axes. Le premier axe qui était de consommer autrement, donc comment je peux réduire ma consommation de viande, comment je peux consommer local, durable, faire durer mes biens. Une thématique autour du déplacement, comment je peux réduire l'utilisation des transports les plus polluants, comment je peux favoriser les mobilités douces et l'utilisation du vélo, comment je peux voyager autrement, comment je peux réduire aussi mes déchets, réduire la production des déchets, passer au zéro déchet, valoriser ce qui peut être produit, enfin voilà, toutes ces thématiques-là, on a voulu les travailler. En parallèle aussi, on a donc assuré avec Gate 17 la montée en compétence des élus, et donc pareil, toute la commission environnement, et là on a élargi à tous les membres du CSE qui souhaitaient, ont été formés aux prérogatives environnementales des CSE. Et donc ça a permis notamment de pouvoir challenger la direction de façon plus efficace. On a encore une thématique qui reste à travailler, qui est comment outiller efficacement le CSE, qui est notre prochain axe de travail. Là, si on regarde un petit peu le type d'action qu'on a pu lancer, sur tout ce qui est la consommation, notamment on a pu faire des ateliers home cooking, cuisine végane, on a fait des crédits réparation de vélos à domicile, on a fait des conférences zéro déchet, consommation responsable, et pas mal d'autres choses. Si je faisais un petit bilan de ces 2 années, je dirais en irritant, voilà, on a certes un budget qui est dédié, mais qui n'est certainement pas encore à la hauteur de nos ambitions. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on a vu aussi que la crise sanitaire a fait passer, en tout cas au début, la question environnementale un peu au second plan, et on a eu du mal, voilà, à réinstaurer quand même une dynamique forte pour pouvoir mener à bien ces actions. Après, en point de satisfaction, il y a une sensibilisation qui est beaucoup plus forte maintenant des élus, où on voit que sur chaque consultation, maintenant, la question environnementale revient systématiquement, et ça, je pense que c'est un point qui est très positif. On a aussi une participation active de la direction à la commission environnement, et ça aussi, ça nous permet de prendre plus de décisions et de pouvoir la partager, partager l'ensemble de nos actions plus largement. Et puis, on voit aussi que ces actions, elles ont un écho très favorable des salariés, qui se sentent beaucoup plus impliqués dans la transition écologique au niveau de leur entreprise. Voilà, en ce qui me concerne. Je vais repasser la parole à Thomas pour les questions. Merci beaucoup, Magali. Merci. Je pense que tu peux départager ton écran. Voilà, parfait. Oui, donc on va prendre quelques questions. Il y a eu beaucoup de questions, donc on ne pourra pas toutes les traiter, mais on va en prendre quelques-unes pour le temps qui nous reste avant la conclusion. Donc, juste une première question qui concerne le fonds pour une transition juste. Il y a une question qui est 43 milliards pour ce fonds. Est-ce que ça concerne la France ou l'Union européenne ?
Du coup, ouais, je me permets de répondre vu que j'ai abordé la question. Donc, les 43 milliards, effectivement, c'est au niveau européen. Hein, et donc, évidemment, la plupart de ces fonds vont être orientés en Allemagne et en Pologne dans la mesure où, effectivement, le focus se fait beaucoup sur les centrales à charbon. Vers la France, il y a presque 2 milliards qui ont été orientés vers la France, hein, avec des territoires et des secteurs ciblés, notamment les fonderies alu dans le nord et les industries aussi dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Après, effectivement, enfin, c'est une partie de ces 2 milliards, et sachant que effectivement, l'accompagnement des travailleurs impactés par la transition écologique se fait à tous les niveaux. Je voudrais rajouter quelque chose, simplement. Par rapport à ce que vient de dire Mathilde, quand elle dit qu'il y a des fonds qui vont profiter à la Pologne, j'ai mentionné hier au ministère de la Transition écologique et solidaire, en réunion, que la Pologne a bien décidé de maintenir ses exploitations de mines de charbon jusqu'en 2044, voire même 2049, ce qui est contradictoire par rapport aux fonds qu'on veut leur verser. C'est important, hein, parce que derrière, il y a des aspects écologiques, puisque, bien entendu, l'exploitation de ces mines à ciel ouvert amène des pollutions sur les eaux qui sont exploitées au niveau de la République tchèque. Et moi, je voulais juste en rajouter par rapport à ça, par rapport au plan de relance, on a quand même 1,2 milliard d'euros fléchés vers la décarbonation de l'industrie. C'est ce qui est prévu. Merci. Une seconde question qui concerne la loi climat et résilience. Quand est-ce qu'on s'attend à ce qu'elle soit promulguée? Alors, pour l'instant, elle est encore au Sénat, en lecture et en audition. Elle va repasser très rapidement, c'est-à-dire, on va dire, mi-juin, à l'Assemblée nationale, où il y aura une commission spéciale, on va dire, pour accélérer sa promulgation, et je pense que définitivement tout sera fait au mois de septembre. Merci Madi. Une question pour François et Madi encore. Pourriez-vous rappeler les formations RSE disponibles par le syndicat? Alors oui, je vais commencer, puis François continuera. Donc on a 2 formations, un niveau 1 et un niveau 2 sur toute notre politique. Et puis ça va du bilan carbone jusqu'à voilà, on va les faire monter aussi en puissance, hein, puisque j'ai vu plein de questions sur comment faire, comment mettre en œuvre dans les CSE. Donc on a des outils aussi à disposition qu'on va mettre au point nos formations, parce qu'on va les adapter avec la réglementation européenne et française sur la DPEF, sur la biodiversité. Donc, tous les militants et tous les adhérents peuvent s'inscrire, et c'est fortement recommandé, surtout aujourd'hui où la transition écologique et la RSE prend de plus en plus d'ampleur. On le voit tous les jours, hein, dans les médias, on en parle, et où l'urgence climatique est grandissante. Je laisse la parole à François. Oui, tout à fait. On a été un petit peu en panne avec la pandémie. Il y avait des formations qui étaient prévues effectivement sur l'année 2020, comme vous avez constaté. Nous avons été obligés d'abandonner ces projets. Nous recommençons les formations à partir de l'automne prochain. On n'en aura pas beaucoup, elles sont certaines dédiées. Nous avons effectivement des sujets très variés, puisque le stage numéro 1 est un stage qui est donc dédié de manière générale à tout ce qui est développement durable et RSE. Et le deuxième stage, c'est sur les outils de la RSE qui devront être complétés, bien entendu, en fonction des progrès des négociations et de l'évolution de la loi climat et résilience. En ce qui concerne, il y avait un autre point qui était demandé, la territorialisation des formations. Ce n'était pas prévu, puisque ces formations du centre de formation syndicale ne sont prévues qu'au siège de la CFE-CGC. Il n'est pas prévu à l'heure actuelle de les décentraliser vers les territoires. Enfin, c'est quelque chose que nous retenons, parce qu'effectivement, ça pourrait faire sens à partir du moment où il y a des demandes particulières, car nous avons eu des formations qui ont été demandées. Là, j'en avais déjà parlé avec Nicolas, pour des organisations telles qu'Orange. Donc, on avait fait des formations dédiées pour, en fin de compte, des entreprises. Merci.
Une dernière question peut-être avant de passer à la conclusion. Est-ce que la CFE-CGC compte accompagner justement ses membres sur ces différents sujets type plan de mobilité, bilan carbone? C'est revenu pas mal dans le chat, ou même la biodiversité. Alors, sur la biodiversité, on va écrire notre politique biodiversité, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a c'est l'année de la biodiversité. Il va y avoir le Congrès mondial de la nature, donc ça c'est un point important pour nous, et où on a besoin de monter en puissance sur nos positions confédérales sur ce sujet. Et puis je laisse la parole à François, puisqu'il est au Comité national de la biodiversité, et donc il y a la politique biodiversité est en cours au niveau national. Le gouvernement a décidé de se saisir de ce sujet et écrire sa feuille de route. Oui, tout à fait, parce qu'il y a déjà tout ce qu'on est en train de construire sur la stratégie biodiversité numéro 3. C'est un sujet d'ailleurs qui a été abordé au Conseil national de la transition écologique, puis au CNB, Comité national biodiversité. C'est quelque chose que nous suivons de très près. Mais en même temps, il faut savoir qu'au niveau des territoires, comme j'ai mentionné, je suis membre personnellement du comité régional biodiversité de la région PACA, là où est situé le Congrès mondial de la nature, et nous attendons effectivement beaucoup de retours. Je dirais que là, on est dans des choses assez pragmatiques, puisque quand on est au niveau des territoires, il y a eu effectivement beaucoup de recommandations qui sont arrivées au niveau du ministère, qui sont centralisées pour faire évoluer le texte de cette stratégie nationale biodiversité. Alors, je rappelle qu'à partir de maintenant, c'est tous les citoyens qui peuvent s'exprimer. Il ne faut pas manquer non plus le coche pour avoir nos propres contributions. Voilà. Donc, on y est très attaché, mais moi qui suis à Marseille, je peux vous dire que le Congrès mondial de la nature, ça nous préoccupe beaucoup et qu'on voudrait donner une autre image de notre ville et du pays que celle qu'on peut avoir localement. Je voudrais juste aussi dire un truc qui est très important, parce que pour moi, quand on parle d'entreprise, on a des exemples. La France n'est pas que le timbre-poste lié à ce qu'on a sur notre continent, un reproche qui avait été fait à un ministre qui s'était mal exprimé, je ne dirai pas son nom, mais il est important de voir que derrière, c'est le réservoir biodiversité que représente la France avec tous les territoires ultramarins, et que ça, c'est quelque chose qui nous échappe souvent dans notre raisonnement, et nous ne devons pas l'oublier. Voilà. Et je crois qu'on aura l'occasion d'y retourner. Merci François. Je voulais juste rajouter, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déposé un dossier auprès de l'Office français de la biodiversité sur Engagé pour la nature avec des actions. Pour l'instant, comme pour le Global Compact, nous sommes la seule organisation syndicale à l'avoir fait. Et puis je rebondis sur une question que j'ai vue dans le chat sur est-ce qu'il faudrait réinventer notre business model syndical. Voilà, c'est peut-être aussi à se positionner. J'ai une question aussi, j'ai vu qui est passée sur les goodies. Voilà, c'est aussi, on est dans le scope, on est dans le schéma, c'est-à-dire qu'on a des questionnements, c'est fait pour ça, ce webinaire, c'est pour se poser aussi les questions, c'est pour se challenger et puis pour avancer tous ensemble. Voilà, donc voilà ce que je veux dire. Je me permets d'intervenir juste pour compléter effectivement ces éléments de réponse, parce que là, on voit effectivement que ça va dans tous les sens. On parle de biodiversité, de plastique, de carbone. Il y avait des questions sur pourquoi ce monocritère, pourquoi on ne calcule pas la biodiversité. Enfin, je reviens sur la base, peut-être qui me paraît importante, c'est de comprendre les ordres de grandeur, mettre sur les bons rails et peut-être dans un premier temps faire un 360 permettant d'identifier les réels enjeux, en tout cas ceux qui sont les plus impactants et les plus, on va dire, importants pour une activité, afin de définir cette feuille de route. Enfin, voilà. Si je dois faire passer un message, c'est que tous les jours, depuis 12 ans, on est sollicité par des idées reçues, finalement, dans l'accompagnement de ces démarches. Et on peut cristalliser, dépenser beaucoup d'énergie et dépenser beaucoup de budget sur des sujets qui sont très visibles, mais qui sont peut-être peu notables sur ces enjeux de politique, on va dire, environnementale et où tous les impacts associés à nos activités. Donc, je réinsiste lourdement sur le sujet parce qu'il y avait les sujets du numérique, de la biodiversité, mais je pense que le premier exercice, c'est vraiment de faire ce scan et les idées reçues sont très nombreuses sur le sujet. Donc, je ne vais pas vous sortir d'exemple maintenant, on n'a pas le temps, mais voilà, mais c'est un vrai sujet puisque du coup, on a trop vu de responsables en charge de ces sujets dépenser une énergie folle pour des résultats très, très faibles. Et c'est dommage parce que du coup, voilà, autant utiliser son énergie à bon escient. Merci Timothée, merci à tous. Je vais laisser Madi conclure et je vous remercie pour vos questions.
Alors, je vais conclure. Donc, on a largement dépassé notre temps, mais bon, c'était très intéressant. Merci à toutes et à tous pour votre participation, de vous êtes connectés. Malheureusement, on a eu un petit souci de connexion, mais pour ceux qui veulent voir le replay, il sera disponible, on enverra les liens. Alors, je voulais simplement vous dire en conclusion que la stratégie de la CFE-CGC en matière de dialogue social et environnemental, comme vous l'avez compris, repose sur l'identification des enjeux auxquels nous souhaitons contribuer pour une logique de durabilité, pour bâtir une société résiliente et neutre en carbone, tout simplement. Donc, on milite pour un dialogue social renforcé dans le domaine de la RSE, vous l'avez compris. On souhaite promouvoir un renouveau de notre modèle de croissance pour y inclure des dimensions sociales, sociétales et environnementales. Ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on milite par rapport aux 4 grands thèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au Global Compact, mais on soutient aussi la transition écologique, le maintien du pouvoir d'achat, l'amélioration de la qualité de vie, le développement d'un dialogue social loyal et sincère, renforcé, et on favorise une croissance durable. Et on continue notre approche revendicative par rapport à ces sujets de transition énergétique, de biodiversité, et pour contribuer à ce que ça soit bénéfique pour les salariés, que la mutation des métiers se fasse en transition et qu'on puisse avoir une société neutre en carbone, tout simplement, voilà, pour qu'on puisse la donner, la transmettre aux générations futures en toute sérénité. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter. Vous allez pouvoir voir nos communications, notre actualité via ces médias. Et puis, nous vous donnons rendez-vous dans les mois à venir pour la publication notamment de notre politique RSE développement durable qui reprend tous les grands thèmes. Et on a souhaité travailler avec toutes les fédérations pour mettre en cohérence et faire du lien justement et savoir où on va par rapport à cette feuille de route dont je vous ai expliqué tout à l'heure les tenants et les aboutissants, et puis notre politique de biodiversité que l'on est en train d'écrire, et en finalité aussi mettre à jour notre charte développement durable qui est datée d'une dizaine d'années, mais qu'on va réactualiser en fonction des grands objectifs nationaux. Voilà, je vous remercie d'avoir accepté de consacrer de votre temps. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir voir le replay. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je remercie les intervenants et excellente journée à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir.